Le 29 janvier 2025, une alliance militaire naît au cœur du Sahel sous le feu. Au même instant, près de 40% du territoire burkinabé reste exposé aux attaques djihadistes, et ce contraste alimente un pari stratégique qui s'annonce risqué, mais assumé. Que change réellement ce basculement pour ceux qui observent la région, et que signifie-t-il pour l'avenir politique que revendique Ibrahim Traoré? Une trajectoire s'ouvre, incertaine mais déterminante. Cette analyse promet une lecture claire d'un moment charnière. Comprendre ce que change réellement la naissance de l'Alliance des États du Sahel, au-delà de l'annonce et des symboles. L'enjeu pour le lecteur est précis. Saisir comment une coalition récente peut infléchir une trajectoire régionale marquée par l'instabilité, et pourquoi cette tentative comporte autant d'opportunités que de risques. Car ici, le bénéfice n'est pas abstrait. Il touche à la sécurité quotidienne, à la circulation des biens et à la capacité des États concernés à décider par eux-mêmes. Le pari est élevé parce que la coalition émerge dans l'urgence, non dans la stabilité. Elle doit produire des résultats rapides sans disposer encore d'une architecture politique pleinement consolidée. Cette tension structurelle crée une zone d'incertitude qui mérite d'être décortiquée. Chiffres à l'appui et chronologie en main. L'enjeu central devient alors lisible. Soit l'Alliance parvient à transformer une réponse militaire en dynamique durable, soit elle reste un épisode transitoire, exposé aux fractures internes et aux pressions extérieures. La suite permettra de mesurer où se situe réellement cette bascule. En 6 mois, certaines zones frontalières enregistrent une baisse d'environ 30% des attaques signalées. Ce chiffre contraste avec un point de départ plus sombre. Au moment de l'annonce officielle, près de 40% du territoire du Burkina Faso demeurait sous pression djihadiste. Ces deux données suffisent à poser le décor. L'Alliance des États du Sahel n'apparaît pas comme une construction née d'un apaisement progressif, mais comme une réponse forgée dans l'urgence la plus totale. Le paradoxe est central. Une coalition ambitieuse prend forme alors même que la violence reste diffuse, mobile et profondément enracinée. C'est précisément cette contradiction qui éclaire la logique de ses promoteurs. Depuis 2022, le Burkina Faso connaît une recomposition accélérée de son appareil sécuritaire. Après la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré, l'accent est mis sur le renforcement de l'armée, la centralisation des décisions et la remise en cause des partenariats jugés inefficaces. Cette trajectoire nationale se développe en parallèle d'une détérioration régionale. Au Mali comme au Niger, les groupes armés exploitent les frontières poreuses et testent la capacité de réaction des États isolés. Le contexte régional pèse lourd. Les dispositifs antérieurs, souvent fragmentés, peinent à contenir des acteurs capables de frapper plusieurs pays en quelques heures. Cette pression simultanée révèle une faiblesse structurelle, l'absence de synchronisation stratégique. Progressivement, l'idée d'une réponse collective s'impose, non comme un choix idéologique, mais comme une nécessité opérationnelle. La création de l'Alliance intervient alors que les 3 États prennent leur distance avec la CEDEAO, acte perçu comme une rupture avec un cadre régional devenu contraignant. Cette décision ouvre un espace inédit, celui d'une coopération resserrée, recentrée sur la sécurité immédiate et la souveraineté décisionnelle. Ibrahim Traoré se positionne dans ce moment comme un catalyseur, reliant une urgence militaire à une ambition politique plus large. On peut alors comprendre que l'Alliance ne cherche pas d'abord la stabilité parfaite, mais une capacité à inverser une dynamique négative. Le contexte explique pourquoi chaque gain, même partiel, est interprété comme un signal fort dans une région habituée aux impasses prolongées. Dans les premiers mois de fonctionnement de l'Alliance, un fil conducteur se dessine à travers des situations concrètes plutôt que des déclarations politiques. Le rôle de personnage guide n'est pas ici un individu isolé,
mais une mécanique nouvelle, la coordination resserrée entre des forces qui opéraient jusque-là en parallèle. Ce changement se lit d'abord dans des microséquences opérationnelles, discrètes mais révélatrices. Pour illustrer ce changement, prenons d'abord un premier exemple. Dans une zone frontalière longtemps marquée par des incursions rapides, une opération conjointe est déclenchée sur la base d'un renseignement partagé en temps réel. Là où les réponses prenaient auparavant plusieurs jours, la manœuvre est engagée en quelques heures. Les unités se déplacent sans redondance. Les axes sont couverts de manière complémentaire et l'action s'achève avant que les groupes armés ne puissent se disperser. L'effet immédiat n'est pas une victoire spectaculaire, mais une réduction nette du temps de réaction. Puis, regardons un second exemple. Plus au nord, la surveillance aérienne combinée modifie la perception du terrain. Des couloirs autrefois considérés comme impraticables deviennent temporairement sécurisés, permettant la reprise de déplacements civils et logistiques. Là encore, l'impact est mesuré. Moins d'interruptions, moins d'embuscades signalées, et une présence étatique plus visible, même si elle reste fragile. Ces exemples initiaux mettent en lumière une logique simple. Lorsque la chaîne décisionnelle est raccourcie et que les moyens sont synchronisés, les marges d'erreur se réduisent. Les effets ne sont pas encore structurels, mais ils produisent un signal psychologique fort, tant pour les forces engagées que pour les populations concernées. En pratique, l'idée principale se dégage avec netteté. La crédibilité de l'Alliance se construit moins par ses annonces que par ses gains précoces, limités mais répétés. Tout part d'un choc, brutal et immédiat. En 2024, les attaques djihadistes s'intensifient presque simultanément sur plusieurs fronts, exploitant les frontières et la lenteur des réponses nationales. En moins de 48 heures, des groupes armés frappent des zones distinctes, révélant une saturation des chaînes de commandement existantes. Les États concernés constatent la même impasse. Agir seul revient à courir derrière une menace plus rapide et plus mobile. La phase d'activation s'enclenche dans un climat d'urgence. Les échanges bilatéraux se multiplient. Les états-majors accélèrent pour leurs consultations. Les signaux politiques convergent. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent que leur retrait des cadres régionaux jugés inefficaces, ouvrant la voie à une recomposition plus radicale. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré porte publiquement l'idée d'un basculement stratégique, insistant sur la nécessité d'une réponse collective resserrée et autonome. L'idée est simple. Sans masse critique partagée, aucune inversion durable n'est possible. Le 29 janvier 2025 marque l'officialisation. La déclaration conjointe acte la création de l'Alliance des États du Sahel. En quelques heures, les principes opérationnels sont posés. Les protocoles d'alerte sont harmonisés. Les zones de responsabilité sont définies. Un noyau de commandement commun est établi. Les chiffres circulent rapidement, non comme un affichage, mais comme un cadre de travail. Une force intégrée capable d'agir sur plusieurs théâtres sans attendre des validations successives. La montée en puissance est rapide. Les unités terrestres se repositionnent. Les axes secondaires sont renforcés. La surveillance aérienne s'intensifie. Le rythme imposé surprend les groupes insurgés, qui tentent de tester la cohérence du dispositif par des offensives précipitées. Ces tentatives révèlent un changement notable. Les fenêtres d'opportunité se referment plus vite, et les réponses sont moins fragmentées. Arrive alors le point de bascule. Une attaque d'ampleur, menée dans une zone de jonction entre les trois pays, déclenche la première opération pleinement coordonnée de l'Alliance. Le renseignement circule en amont. Les unités avancent selon un plan partagé. Les appuis sont déclenchés sans délai. L'opération est plus courte que prévu. Les pertes civiles sont limitées. Le signal est net. Pour la première fois depuis des mois, le tempo n'est plus dicté par les groupes armés. Les répercussions s'installent progressivement. Dans certaines zones sensibles, les attaques diminuent sur une période de plusieurs mois. Les déplacements forcés ralentissent.
Des corridors logistiques reprennent une activité partielle. Ces évolutions restent inégales et fragiles, mais elles produisent un momentum politique. La position d'Ibrahim Traoré au sein de l'Alliance se renforce, tout en exposant de nouvelles tensions liées à la répartition des responsabilités et au poids relatif de chaque État. La chronologie révèle ainsi une mécanique complexe. Chaque avancée opérationnelle génère des attentes accrues. Chaque succès partiel met à l'épreuve la cohésion interne. L'Alliance progresse, mais sous pression constante, obligée de prouver, étape après étape, que l'unité peut tenir dans la durée. Le raisonnement quantitatif de l'Alliance des États du Sahel s'appuie sur un principe simple: établir un point de départ mesurable, puis observer l'écart produit après la mise en œuvre d'opérations conjointes. Le premier repère est connu. Avant l'officialisation de l'Alliance, près de 40% du territoire du Burkina Faso restait exposé à la pression djihadiste. Ce point de départ ne décrit pas seulement une étendue géographique, il traduit une fragmentation opérationnelle, avec des forces contraintes de répondre de manière isolée à des menaces mobiles. Quelques mois plus tard, l'écart se lit à travers un indicateur clé, une baisse d'environ 30 des attaques signalées dans plusieurs zones frontalières critiques sur une période de 6 mois. Ce chiffre, pris isolément, pourrait sembler modeste. Il devient significatif lorsqu'on le relie à la méthode. La diminution n'est pas attribuée à une augmentation spectaculaire des moyens, mais à leur orchestration. La synchronisation des renseignements, la réduction des délais de décision et la complémentarité des unités expliquent pourquoi des offensives auparavant récurrentes deviennent plus difficiles à répéter. Un second axe quantifiable concerne la pression humaine. Au début de la période considérée, les déplacements internes augmentaient régulièrement, signe que l'insécurité affectait directement la vie des civils. Après l'entrée en fonctionnement du commandement unifié, les données disponibles évoquent une réduction d'environ 20% des déplacements forcés dans certaines zones stabilisées. Ce écart ne signifie pas un retour massif à la normalité. Il indique cependant une inflexion, moins de départs précipités, davantage de retours temporaires et une capacité accrue des autorités locales à maintenir une présence minimale. Le troisième repère est structurel. L'Alliance intègre environ 90 000 soldats dans une architecture commune. Ce chiffre n'est pas présenté comme une supériorité brute, mais comme une masse critique organisée différemment. Le point de départ correspondait à des forces opérant côte à côte, avec peu de continuité entre les théâtres. L'écart se manifeste dans la circulation de l'information. Une alerte collectée dans un pays peut déclencher une action coordonnée dans un autre, avec des appuis planifiés dès le départ. Ce gain de vitesse décisionnelle modifie l'équation opérationnelle sans nécessiter une expansion constante des effectifs. Ces trois indicateurs dessinent une même tendance. Les chiffres évoluent parce que la relation entre les unités évolue. La baisse des attaques, la diminution des déplacements et l'intégration des forces traduisent un changement de méthode plutôt qu'un simple renforcement. Ibrahim Traoré joue un rôle charnière dans cette transformation en soutenant un modèle centralisé, capable d'imposer un rythme commun. Cette centralité accélère les gains mesurables, tout en rendant la structure plus sensible aux tensions politiques internes. L'impact quantitatif reste donc conditionnel. Les deltas observés signalent une amélioration réelle, mais encore réversible. Ils dépendent de la capacité de l'Alliance à maintenir sa cohésion et à absorber les frictions inévitables. Les chiffres ne promettent pas une victoire définitive. Ils montrent qu'une dynamique négative peut être infléchie lorsque les décisions cessent d'être dispersées. La première lecture, dans sa version la plus solide, considère l'Alliance des États du Sahel comme la réponse la plus cohérente élaborée jusqu'ici face à l'effondrement sécuritaire régional. Selon cette position, les années précédentes ont démontré les limites d'approche fragmentée. Les forces nationales, opérant séparément, n'ont pas réussi à contenir des groupes capables d'exploiter les frontières et la lenteur décisionnelle. L'unification militaire apparaît alors comme une correction structurelle.
Elle offre une chaîne de commandement plus courte, un partage du renseignement plus fluide et une capacité d'action simultanée sur plusieurs fronts. Dans ce cadre, l'impulsion donnée par Ibrahim Traoré est interprétée comme un catalyseur, transformant une urgence sécuritaire en architecture opérationnelle lisible. Pour ses défenseurs, sans ce resserrement, toute stabilisation durable resterait hors de portée. La seconde lecture, tout aussi argumentée, met en avant les risques internes que porte cette coalition. Elle souligne que la centralisation accrue peut générer des déséquilibres politiques entre les membres. Le poids opérationnel du Burkina Faso alimente des craintes de domination, susceptibles de fragiliser la confiance au sein de l'Alliance. À cela s'ajoute la question des partenariats extérieurs. Le soutien de puissances non occidentales renforce certaines capacités, mais expose aussi la coalition à des pressions géopolitiques qui dépassent le cadre strictement sécuritaire. Les critiques rappellent enfin la capacité d'adaptation des groupes armés, capables de modifier leurs tactiques dès que les dispositifs se rigidifient. Ces deux positions convergent pourtant sur un point central. La performance militaire observée ces derniers mois n'est ni négligeable ni garantie. Le contre-argument le plus robuste consiste à reconnaître que la coordination renforcée a déjà produit des effets mesurables, tout en admettant que ces gains reposent sur un équilibre politique fragile. La question décisive n'est donc pas de trancher entre succès ou échec, mais d'évaluer si l'Alliance peut maintenir sa discipline stratégique sans se fissurer sous le poids de ses propres tensions. L'Alliance avance sur un fil. Ce point médian révèle un déplacement subtil mais déterminant. Jusqu'ici, l'attention se portait sur les résultats militaires immédiats. Désormais, l'enjeu glisse vers la mécanique interne qui permet à ces résultats d'exister. Ce qui change l'équation n'est pas une victoire spectaculaire, mais la capacité à absorber les frictions sans rompre la coordination. L'Alliance progresse non pas malgré ses tensions, mais à travers elles, comme si chaque désaccord rappelait la nécessité de rester unis face à une menace persistante. Des signaux discrets confirment ce basculement. Lors de certaines opérations conjointes, des divergences apparaissent sur la répartition des responsabilités ou le tempo à adopter. Ces frictions ralentissent parfois la prise de décision, mais elles ne paralysent pas l'action. La structure commune continue de fonctionner, même de manière imparfaite. Ce constat modifie la lecture initiale. La fragilité devient un élément constitutif du dispositif, et non un accident temporaire. À ce stade, le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension différente. Il n'est plus seulement associé à l'impulsion fondatrice, mais à la gestion de cet équilibre instable. Maintenir la cadence opérationnelle tout en préservant la cohésion politique exige des arbitrages constants, souvent invisibles, mais décisifs pour la suite. À mi-parcours, une chose se précise. L'Alliance n'est ni consolidée ni condamnée. Elle entre dans une phase où sa survie dépend moins de ses moyens que de sa capacité à transformer la tension en discipline collective. Les effets concrets de l'Alliance des États du Sahel ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se déclinent selon la position de chaque acteur dans l'écosystème sécuritaire, économique et politique de la région. 4 groupes permettent d'en mesurer la portée réelle. Pour les populations civiles, le changement le plus perceptible réside dans la temporalité de la violence. La diminution des attaques observées dans certaines zones crée des fenêtres de répit, encore fragiles, mais suffisantes pour modifier des comportements quotidiens. Des marchés reprennent à intervalles irréguliers. Des axes autrefois évités redeviennent praticables sur de courtes distances. Les déplacements ne disparaissent pas, mais ils ralentissent. Cette respiration, même partielle, produit un effet psychologique notable. Elle alimente l'idée que la situation peut cesser de se dégrader, ce qui renforce l'acceptation sociale des efforts militaires engagés. Pour les acteurs économiques locaux, les conséquences sont indirectes mais tangibles. La sécurisation relative de certains corridors logistiques réduit les ruptures d'approvisionnement et limite les pertes liées aux embuscades. Les échanges restent prudents, car l'incertitude demeure élevée, mais la perspective d'une continuité minimale
encourage une reprise progressive de certaines activités agricoles et commerciales. Toutefois, l'absence de visibilité à long terme freine encore les investissements plus structurants. La stabilité observée est perçue comme réversible, conditionnée à la cohésion de l'Alliance. Au niveau politico-militaire interne, les effets s'y sont ambivalents. D'un côté, la coordination renforce la discipline opérationnelle et accélère la circulation de l'information. Les forces engagées gagnent en lisibilité et en efficacité. De l'autre, les équilibres internes se tendent. Le poids opérationnel du Burkina Faso suscite des interrogations au sein des autres membres, soucieux de préserver une forme de parité stratégique. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme une figure centrale, à la fois moteur de l'unité et point de cristallisation des débats sur la gouvernance de l'Alliance. Pour les acteurs régionaux et internationaux, l'Alliance représente un signal de recomposition. Les organisations régionales observent avec prudence cette structure émergente qui remet en question des cadres existants. À l'international, le renforcement des partenariats non occidentaux modifie les rapports d'influence, tout en exposant l'Alliance à de nouvelles pressions diplomatiques. Ce repositionnement crée une zone d'incertitude où chaque acteur ajuste sa stratégie, sans certitude sur la trajectoire finale. Pris ensemble, ces effets dessinent une mosaïque complexe. Les gains sécuritaires offrent un soulagement réel mais limité. Les bénéfices économiques restent conditionnels. Les équilibres politiques sont renforcés et fragilisés simultanément. L'Alliance produit donc un impact mesurable, mais encore instable, dont la durabilité dépendra de sa capacité à maintenir l'unité sous des contraintes multiples. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'évolution de l'Alliance des États du Sahel peut être envisagée selon 3 trajectoires distinctes. Chacune s'appuie sur les dynamiques déjà observées, sans chercher à prédire, mais à structurer les possibles. On peut d'abord envisager une stabilité prudente. Dans cette configuration, l'Alliance parvient à maintenir son niveau actuel de coordination. Les opérations conjointes se poursuivent, avec des résultats variables selon les zones, mais suffisants pour empêcher une détérioration rapide. Les tensions internes demeurent présentes, sans toutefois provoquer de rupture. Les mécanismes de décision restent lourds, mais fonctionnels. Les partenariats extérieurs continuent de soutenir les capacités matérielles sans modifier en profondeur l'équilibre politique interne. Ce scénario conduit à une stabilisation relative, progressive, mais sans transformation majeure du paysage sécuritaire. Une autre trajectoire serait celle d'une consolidation et d'une montée en puissance. Ici, les ajustements internes produisent leurs effets. Les responsabilités stratégiques sont clarifiées, réduisant les perceptions de déséquilibre entre les membres. La coordination gagne en fluidité et les succès opérationnels se multiplient, renforçant la confiance mutuelle. Cette dynamique permet une baisse plus durable des violences et une sécurisation plus large des axes clés. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré réussit à transformer son rôle moteur en levier de cohésion, en favorisant des arbitrages partagés. L'Alliance devient alors plus lisible, tant pour les populations que pour les partenaires extérieurs. Enfin, une trajectoire plus dégradée est possible, faite de tensions et de désynchronisation. Dans cette hypothèse, les divergences politiques s'accentuent. Les désaccords sur la conduite des opérations ralentissent la prise de décision, offrant des opportunités aux groupes armés. Les pressions diplomatiques extérieures se renforcent, tandis que les soutiens deviennent plus conditionnels. L'Alliance ne s'effondre pas brutalement, mais perd en cohérence. Les États recentrent progressivement leurs priorités, réduisant l'efficacité collective. Ces 3 scénarios rappellent une constante. L'Alliance fonctionne comme un système dynamique, où chaque gain militaire renforce la cohésion et chaque tension politique l'érode. La clé des mois à venir réside moins dans l'ampleur des moyens que dans la capacité à maintenir un cadre décisionnel partagé. Au-delà des cartes militaires et des communiqués officiels, l'Alliance des États du Sahel produit des effets
qui touchent directement les individus et leur trajectoire. Ces répercussions se lisent différemment selon les publics concernés, chacun projetant ses attentes et ses craintes dans cette dynamique encore instable. Pour les habitants des zones affectées par l'insécurité, le changement se manifeste d'abord dans le rapport au temps. La diminution relative des violences, même ponctuelles, modifie la perception du quotidien. Les déplacements redeviennent envisageables sur de courtes distances. Les activités communautaires reprennent de manière intermittente. Cette évolution, fragile, nourrit une attente prudente plutôt qu'un optimisme franc. Elle crée cependant un espace psychologique nouveau, où la perspective d'un avenir moins contraint n'est plus totalement exclue. Pour les populations urbaines et les classes moyennes, l'alliance est souvent perçue à travers un prisme politique. Elle symbolise une volonté de reprise de contrôle et de rupture avec des modèles jugés inefficaces. Cette lecture s'accompagne d'interrogations sur le coût social et économique d'une militarisation prolongée. L'équilibre entre sécurité et développement devient un sujet de débat, alimentant une vigilance accrue vis-à-vis des choix stratégiques opérés. Pour la diaspora et les acteurs sociaux, l'enjeu est double. D'un côté, l'Alliance suscite un sentiment de fierté lié à l'affirmation d'une souveraineté régionale. De l'autre, elle réveille la crainte d'un cycle de tensions prolongées. Ces publics jouent un rôle d'interface, relayant les informations, soutenant certaines initiatives locales et participant à la construction du récit international autour de la région. Ces réactions montrent que l'Alliance ne se limite pas à un dispositif sécuritaire. Elle influence les imaginaires collectifs, redéfinit les attentes et place la question de la stabilité au cœur des préoccupations sociales. Pour que l'Alliance des États du Sahel s'inscrive dans la durée, une feuille de route claire s'impose, articulée autour d'actions séquencées, mesurables et partagées. L'objectif n'est pas d'ajouter des structures, mais de stabiliser celles qui existent déjà. Une première étape consiste à consolider la gouvernance commune. Chaque État membre doit désigner un représentant permanent au sein du commandement unifié, doté d'un mandat explicite. Le calendrier est immédiat, car l'ambiguïté hiérarchique constitue un risque central. L'indicateur de suivi est simple, le temps moyen nécessaire pour valider une décision opérationnelle conjointe. Une deuxième étape vise à harmoniser le renseignement. La priorité suivante consiste à unifier les protocoles de collecte, d'analyse et de diffusion de l'information. Des équipes techniques mixtes doivent établir des canaux sécurisés communs. Cette étape se déploie sur quelques mois. Le critère d'évaluation repose sur la rapidité de déclenchement d'une action coordonnée après une alerte frontalière. Une troisième étape porte sur la sécurisation des axes structurants. Les corridors logistiques et civils doivent faire l'objet d'une protection prioritaire par des patrouilles mixtes régulières. Cette phase s'inscrit dans le moyen terme. Le succès se mesure par la diminution des incidents signalés et la reprise continue des flux commerciaux locaux. Enfin, une quatrième étape est de maintenir l'équilibre politique. Un dialogue constant entre les chefs d'État est indispensable pour contenir les tensions internes. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré occupe une position charnière, chargé de garantir la transparence dans la répartition des responsabilités. L'indicateur clé, c'est la régularité des consultations et leur traduction opérationnelle. Cette feuille de route ne promet pas une stabilisation immédiate. Elle vise à transformer une dynamique encore fragile en cadre résilient, capable d'absorber les chocs sans perdre sa cohérence. Les premières images de cette alliance étaient celles de mouvements discrets, presque invisibles. Des patrouilles se coordonnaient, des décisions prises plus vite, des frontières moins poreuses l'espace de quelques heures. Ce motif, apparu dès les débuts des opérations conjointes, revient ici comme un symbole de la trajectoire engagée. Il ne s'agit pas d'un bouleversement spectaculaire, mais d'une marche fragile, rythmée par des ajustements constants. Dans cette progression incertaine, la figure d'Ibrahim Traoré
occupe une place particulière. Il incarne à la fois la rupture avec des cadres hérités et la continuité d'une quête de stabilité longtemps ajournée. Son rôle dépasse celui d'un initiateur. Il devient le garant d'un équilibre difficile, où chaque avancée militaire doit être compensée par un effort politique pour préserver l'unité. Cette dualité confère à l'Alliance une portée symbolique qui excède les chiffres et les bilans intermédiaires. Elle rappelle que la souveraineté ne se décrète pas, mais se construit par des choix répétés, parfois coûteux, souvent contestés. Les gains observés restent partiels et réversibles, mais ils témoignent d'une capacité nouvelle à infléchir une dynamique longtemps négative. La phrase qui résume cette étape est simple. L'avenir du Sahel dépendra de sa capacité à rester uni malgré ses propres failles. L'Alliance des États du Sahel s'inscrit désormais dans un moment décisif, où les choix effectués aujourd'hui façonneront les équilibres de demain. Elle ne se résume ni à une réussite acquise, ni à un échec annoncé. Elle représente un processus en cours, exposé aux contraintes internes, aux pressions extérieures et aux attentes multiples des sociétés concernées. Cette complexité invite à dépasser les jugements rapides pour observer les évolutions avec nuance. Pour les populations locales, pour les acteurs régionaux et pour ceux qui suivent la région à distance, la question centrale demeure celle de l'accompagnement. Comment soutenir une dynamique de sécurité sans enfermer la région dans une logique exclusivement militaire? Comment préserver une souveraineté émergente tout en évitant de nouvelles dépendances? Ces interrogations n'appellent pas de réponse immédiate, mais elles méritent d'être posées collectivement. La trajectoire du Sahel se construit dans un dialogue permanent entre faits, perceptions et décisions politiques. Chacun, à son niveau, participe à cette conversation par l'attention qu'il porte aux réalités du terrain et aux choix stratégiques opérés. Selon vous, quelles conditions seraient nécessaires pour qu'une stabilité durable puisse réellement s'enraciner dans le Sahel?